Ce que tu vas entendre n'est pas juste une anecdote troublante. C'est quelque chose qui va questionner tout ce que tu crois savoir sur la mort, la mémoire et les mystères de l'existence humaine. Peut-être que toi aussi tu as déjà eu l'impression de connaître un endroit sans jamais y être allé, ou de ressentir une nostalgie inexplicable pour une époque que tu n'as jamais vécue. Cette sensation que quelque chose manque, sans savoir quoi. Et si ce n'était pas de la nostalgie, mais de la mémoire? Et si certains souvenirs ne mourraient jamais vraiment? Avant que cette histoire ne commence vraiment, écris dans les commentaires « Les âmes n'oublient jamais ». Ça peut sembler étrange maintenant, mais tu comprendras pourquoi dans quelques minutes. L'histoire de Théophile n'est pas qu'un récit extraordinaire. C'est un voyage qui va te mener des larmes d'un enfant de 4 ans jusqu'aux secrets les plus intimes de Marie-Antoinette. Et peut-être qu'en chemin, tu découvriras quelque chose sur toi-même. Et même si tu penses que le plus troublant est déjà arrivé, attends. Ce qui se passe quand cet enfant rencontre Gustave va défier toute logique. Les dernières minutes de cette histoire pourraient changer ta vision du monde. Si cette histoire réveille quelque chose en toi, laisse un like et abonne-toi. Parce qu'ici, on ne fait pas que regarder des vidéos. On explore les mystères qui nous relient tous, par-delà le temps et l'espace. Un enfant de 4 ans dessine le même château depuis des mois, parlant d'une autre maman aux robes dorées. Quand ses parents découvrent que ses dessins correspondent parfaitement à Versailles, un lieu qu'il n'a jamais visité, ils comprennent qu'ils font face à l'impossible. Comment leur fils peut-il connaître des secrets que même les historiens ignorent? Claire Dubois observait son fils depuis le seuil de la cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Assis à la petite table du salon, Théophile dessinait avec une concentration troublante pour un enfant de 4 ans. Ses petits doigts serraient fermement le crayon doré, traçant des lignes précises sur le papier blanc. « Encore ce château, mon chéri ?» murmura-t-elle en s'approchant. Théophile leva ses grands yeux bleus vers sa mère, un sourire mélancolique illuminant son visage poupin. « C'est ma vraie maison, maman, celle où j'habitais avant, avec mon autre maman. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Depuis 3 mois maintenant, son fils parlait de cette autre maman, décrivant avec des détails saisissants une vie qu'il n'avait jamais vécue. En tant que psychiatre, elle avait d'abord pensé à un ami imaginaire sophistiqué, mais l'obsession de Théophile devenait inquiétante. « Raconte-moi encore cette autre maman, » dit-elle en s'agenouillant près de lui. Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. Elle portait des robes très lourdes, avec plein de brillants, et elle avait des cheveux hauts, très hauts, avec des plumes blanches. Théophile écartait ses petits bras pour montrer la hauteur. Elle était triste souvent, tu sais. Les gens criaient dehors et elle pleurait dans sa chambre dorée. Claire examina le dessin. L'architecture était d'une précision troublante. Colonnes corinthiennes, fenêtres à la française, jardin à la géométrie parfaite. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il reproduire de tels détails? « Et comment s'appelait cette dame ?» demanda-t-elle en retenant son souffle. « Marie-Antoinette » répondit Théophile sans hésitation. « Mais moi, j'étais Marie-Antoinette. C'était mon nom là-bas, dans le château doré. » Le crayon tomba des mains de Claire. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que son fils l'entende. Elle observait le petit visage innocent de Théophile, cherchant une explication rationnelle à ces révélations impossibles. « Théophile, où as-tu entendu ce nom ?» L'enfant haussa ses épaules avec le naturel de l'évidence. « Nulle part, maman. C'était juste mon nom. Comme toi, tu t'appelles Claire et papa s'appelle Thomas. » Cette nuit-là, Claire resta éveillée jusqu'à l'aube, scrutant Internet à la recherche de photos du château de Versailles. Chaque image confirmait ses craintes les plus folles. Les dessins de son fils reproduisaient fidèlement l'architecture du monument historique, jusque dans les moindres détails ornementaux qu'un enfant n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Claire téléphona à l'université de la Sorbonne. Sa voix tremblait légèrement quand elle expliqua sa situation au secrétariat du département d'histoire. « Je voudrais parler au professeur Henri Moreau, s'il vous plaît. C'est au sujet de recherches sur Marie-Antoinette. » 2 heures plus tard,
Elle se trouvait dans le bureau encombré du professeur Moreau, Théophile sur ses genoux. L'historien, un homme bedonnant aux cheveux gris, feuilletait les dessins de l'enfant avec une expression de plus en plus troublée. « Madame Dubois, dit-il en relevant ses lunettes, ces dessins sont remarquables. Votre fils a reproduit l'appartement privé de la reine avec une précision que seuls les spécialistes connaissent. » Théophile leva la tête vers l'inconnu. « Monsieur, vous savez où est ma chambre secrète? Celle derrière la tapisserie avec les petits oiseaux bleus ?» Le professeur Moreau faillit lâcher ses papiers. « Quelle chambre secrète ?»« Celle où je cachais mes lettres d'Axel, » répondit l'enfant avec le naturel déconcertant de l'innocence. « Il y avait un petit coffre doré derrière le mur. Maman, je veux dire, mon autre maman, y gardait ses bijoux préférés quand les méchants venaient. » L'historien échangea un regard stupéfait avec Claire. « Madame, votre fils vient de mentionner des éléments que nos recherches les plus récentes ont à peine effleurés. Les correspondances entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen sont un sujet hautement confidentiel. »« Mais il n'a que 4 ans, s'exclama Claire, sentant le monde vaciller autour d'elle. Théophile glissa de ses genoux et s'approcha du professeur avec une assurance troublante. « Monsieur, est-ce que les méchants ont cassé mon petit théâtre, celui où je jouais avec mes amis? Il était si joli, avec des rideaux roses et des angelots dorés. » Moreau devint livide. Le théâtre de Marie-Antoinette au Petit Trianon. Comment peut-il? Il se tourna vers Claire, la voix rauque d'émotion. « Madame, ce théâtre a été détruit pendant la Révolution. Il n'existe aucune description détaillée de sa décoration intérieure. Nous n'avons que quelques fragments d'archives. »« Les rideaux étaient roses, avec des fils d'or ?» insista Théophile, ses yeux bleus soudain emplis de larmes. « Et quand je chantais, Axel me regardait depuis le fond de la salle. Il souriait toujours quand je chantais. » Un silence lourd s'installa dans le bureau. Claire sentait ses certitudes de psychiatre s'effondrer une à une, tandis que le professeur Moreau observait l'enfant avec un mélange de fascination et de terreur scientifique. « Madame Dubois, dit-il finalement, je crois qu'il faut emmener votre fils à Versailles. » 3 jours plus tard, la famille Dubois traversait les grilles dorées de Versailles. Le cœur de Claire battait la chamade tandis qu'elle tenait fermement la main de Théophile. Le professeur Moreau les accompagnait, armé d'un carnet et d'une caméra discrète. Dès que l'enfant aperçut le château, il s'arrêta net. Ses petites jambes tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes. « C'est ma maison !» murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Elle est encore là !» Sans attendre ses parents, Théophile lâcha la main de sa mère et courut vers l'entrée principale, comme guidé par une force invisible. Les gardiens, prévenus par le professeur Moreau, les laissèrent passer avec curiosité. À l'intérieur, l'enfant se dirigea avec assurance vers l'escalier d'honneur, puis bifurqua soudain vers un couloir secondaire. « Par ici, c'est plus rapide », dit-il en gravissant un petit escalier de service. « Les dames d'honneur passaient toujours par là. » Claire échangea un regard affolé avec le professeur Moreau. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il connaître les passages de service du château? Théophile s'arrêta devant une porte fermée au public. « C'est là, » dit-il simplement, « ma vraie chambre. » Le gardien qui les accompagnait ouvrit la porte avec réticence. Ils pénétrèrent dans les appartements privés de Marie-Antoinette, habituellement interdits aux visiteurs. Dès qu'il entra, Théophile éclata en sanglots. Il courut vers une fenêtre donnant sur les jardins et y colla son petit visage. « Les jardins, ils ont changé mes jardins !» pleura-t-il. « Où sont mes moutons et ma petite maison, mon hameau? Ils ont détruit mon hameau !» Le professeur Moreau était devenu blanc comme un linge. Le hameau de la reine au Trianon avait effectivement été partiellement détruit et reconstruit. Comment cet enfant pouvait-il le savoir? Soudain, Théophile se dirigea vers un mur tapissé de soie bleue. Il passa sa petite main le long de la tapisserie, cherchant quelque chose. « Elle est encore là !» murmura-t-il avec soulagement. « Ma cachette secrète !» Ses doigts trouvèrent un léger renflement dans le tissage. Il appuya dessus et, sous les yeux médusés des adultes, un petit panneau pivota silencieusement, révélant une niche secrète dans le mur. Le gardien manqua de s'évanouir. « Ce passage n'est mentionné dans aucun plan officiel. Comment ?» Théophile plongea sa petite main dans la cachette et en ressortit un objet que personne n'avait vu depuis plus de 2 siècles. Une petite boîte dorée, ornée des mots bleus et de perles fines. « Mon coffret à bijoux ?» chuchota-t-il, caressant délicatement l'objet. « Celui qu'Axel m'avait offert pour mes 20 ans. »
Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que les sanglots étouffés de l'enfant et les battements de cœur affolés des adultes qui assistaient à l'impossible. Les semaines qui suivirent la découverte furent un cauchemar pour la famille Dubois. La nouvelle de l'enfant au souvenir de Marie-Antoinette s'était répandue comme une traînée de poudre dans le milieu académique. Le petit coffret doré, authentifié par les experts comme datant du XVIIIe siècle, avait déclenché une véritable tempête médiatique. Mais Théophile, lui, sombrait peu à peu dans un état inquiétant. Les souvenirs traumatiques remontaient avec une violence croissante. La nuit, il se réveillait en hurlant, parlant de foules en colère et de couteaux qui brillent. Claire le trouvait souvent recroquevillé dans son lit, tremblant de terreur. « Ils crient mon nom dehors !» sanglotait-il dans ses bras. « Ils veulent me faire mal. Ils disent que je suis méchante, mais je ne suis pas méchante, maman. » Un matin, Claire le découvrit dans la cuisine, dessinant compulsivement avec des crayons rouges. Les images étaient terrifiantes. Des échafauds, des guillotines, des corps sans tête. Pour un enfant de 4 ans, c'était proprement effroyable. « Théophile, mon chéri, qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. L'enfant leva vers elle des yeux rougis par les larmes. « Le méchant homme, avec le grand chapeau noir, il a dit que je devais mourir, que tous mes amis devaient mourir aussi. » Claire sentit ses jambes se dérober. « Quel homme, mon bébé ?»« Robespierre, » chuchota Théophile, prononçant ce nom avec une haine qui glaça le sang de sa mère. « Ils souriaient quand ils ont coupé la tête de mon Louis, mon pauvre Louis. » Cette nuit-là, Claire téléphona en urgence au docteur Isabelle Fontaine, une psychothérapeute spécialisée dans les troubles de l'enfance. Malgré son scepticisme de scientifique rationnel, elle ne pouvait plus ignorer l'évidence. Son fils vivait un traumatisme qui ne lui appartenait pas. « Docteur Fontaine ?» dit-elle d'une voix brisée. « Je sais que cela va vous paraître fou, mais je crois que mon fils revit les derniers moments de Marie-Antoinette. » Le lendemain, dans le cabinet feutré de la thérapeute, Théophile refusait obstinément de porter le pull rouge que sa mère avait choisi. « Pas le rouge !» cria-t-il, pris de panique. « Le rouge, c'est le sang. Ils en ont mis partout, sur les murs, sur leurs mains, sur mes robes blanches. » Le docteur Fontaine observait l'enfant avec une attention clinique, mais Claire voyait bien que même cette professionnelle aguerrie était troublée par l'intensité des réactions de Théophile. « Madame Dubois, » dit-elle finalement, « je vais être franche avec vous. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un cas comme celui de votre fils. Ces traumatismes, ils semblent venir d'ailleurs. Je vais être franche avec vous. Je pense qu'il faut envisager une régression sous hypnose. C'est risqué, mais c'est peut-être le seul moyen d'aider Théophile à se libérer de ses souvenirs qui ne sont pas les siens. » Une semaine plus tard, dans le cabinet silencieux du docteur Fontaine, Théophile était allongé sur un petit canapé, les yeux fermés. Claire serrait les mains de son mari Thomas, tous deux tendus comme des cordes de violon. « Théophile, tu te sens bien ? Tu es détendu ?» murmura la thérapeute d'une voix apaisante. L'enfant hocha la tête, respirant calmement. Mais soudain quelque chose changea. Ses traits se figèrent, sa posture se redressa avec une élégance qui n'était plus celle d'un petit garçon. « Où suis-je » demanda-t-il, mais sa voix avait changé, plus grave, plus posée, avec un accent légèrement différent. Le docteur Fontaine échangea un regard alarmé avec les parents. « Tu peux me dire ton nom ?»« Marie-Antoinette Joseph Jeanne de Habsbourg-Lorraine, reine de France et de Navarre, » répondit l'enfant, avec une dignité royale troublante. Claire porta sa main à sa bouche pour étouffer un cri. « Quelle année sommes-nous » continua la thérapeute. « 1793. Octobre 1793. » La voix de Théophile tremblait maintenant. « Ils m'ont emmené dans cette cellule horrible, cette prison sombre et humide, la conciergerie. Mon Dieu, comme elle sent la mort !» L'enfant commença à pleurer, mais ce n'étaient plus les pleurs d'un petit garçon, c'était le chagrin profond d'une femme brisée. « Mes enfants, où sont mes enfants ?
Marie-Thérèse, mon petit Louis !» Ils m'ont arraché à eux, ses sanglots redoublèrent. « Axel, mon tendre Axel, pourquoi n'es-tu pas venu me sauver? Tu avais promis de me sortir de là. » Thomas Dubois était devenu livide. Son fils de 4 ans parlait avec l'émotion déchirante d'une mère séparée de ses enfants. « Raconte-moi tes derniers jours », demanda doucement le docteur Fontaine. Ils m'ont coupé les cheveux, mes beaux cheveux blonds qu'Axel aimait tant caresser. Théophile porta instinctivement ses petites mains à sa tête. Et cette robe, cette horrible robe noire qu'ils m'ont donnée, moi qui ne portais que du blanc et de pastel. Sa voix se brisa complètement. J'ai écrit mes dernières lettres à ma sœur Élisabeth, à mes enfants. Je leur ai dit que je pardonnais à tous ceux qui nous condamnaient. Mais au fond de moi, j'avais si peur de cette lame qui brillait sur la place. Soudain, Théophile se redressa brutalement, les yeux toujours fermés, mais le visage déformé par la terreur. « Non, non, je ne veux pas monter, pas sur cette charrette, pas devant tous ces gens qui crient. » Il se débattait maintenant contre des liens invisibles. « Axel, Axel, sauve-moi, je t'aime et je ne te reverrai jamais. » Le docteur Fontaine se précipita pour le réveiller, mais il était trop tard. Théophile dormit pendant 18 heures d'affilée après la séance d'hypnose. Quand il se réveilla, il semblait différent, comme apaisé d'un fardeau invisible. Mais ce qu'il révéla changea tout. « Maman, dit-il en prenant la main de Claire, je sais où sont cachées les vraies lettres d'Axel, celles que personne n'a jamais trouvées. » Claire échangea un regard inquiet avec Thomas. « Quelle lettre, mon chéri ?»« Celle où il me disait qu'il m'aimait vraiment, pas comme un ami, mais comme... » L'enfant chercha ses mots. « Comme papa t'aime, maman. » Les autres lettres, les officielles, c'était pour faire semblant, mais les vraies, je les ai cachées avec mes plus beaux bijoux. Le professeur Moreau, appelé en urgence, arriva dans l'après-midi avec une équipe d'archéologues. Théophile les guida vers le petit Trianon, marchant avec une assurance déconcertante dans les jardins qu'il prétendait avoir connus. Il s'arrêta devant le pavillon de musique, un petit bâtiment octogonal aux colonnes blanches. « Là !» dit-il en pointant du doigt une colonne apparemment identique aux autres. « Derrière la 3e colonne côté jardin, il y a une pierre qui bouge. » Les archéologues échangèrent des regards sceptiques, mais commencèrent néanmoins à examiner la base de la colonne. Après une heure de recherche minutieuse, l'un d'eux poussa une exclamation. « Il y a effectivement quelque chose, une pierre décelée !» Avec d'infinies précautions, ils dégagèrent un compartiment secret creusé dans la maçonnerie. À l'intérieur, protégé par un étui de cuir miraculeusement préservé, se trouvait une vingtaine de lettres manuscrites et un écrin de velours rouge. Le professeur Moreau ouvrit la première lettre d'une main tremblante. L'écriture élégante d'Axel de Fersen s'étalait sur le papier jauni. « Ma très chère et bien-aimée Marie, mon cœur se brise chaque jour davantage de ne pouvoir vous arracher à cet enfer Anvar. Sachez que je donnerai ma vie pour passer une seule nuit de plus dans vos bras divins. » L'historien s'interrompit, rouge de confusion. Ces lettres étaient d'une intimité troublante, révélant une passion amoureuse que l'histoire avait toujours niée. L'écrin contenait des bijoux d'une beauté extraordinaire, une rivière de diamants, des boucles d'oreilles en saphir, et plus troublant encore, une bague gravée d'un message en suédois. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Claire, fascinée malgré sa peur. Un des assistants, spécialiste des langues nordiques, traduisit
éternellement tienne par-delà la mort, et c'est signé A.F. Axel Fersen. Théophile s'approcha et caressa délicatement la bague. « Il me l'avait donnée pour mes 25 ans » murmura-t-il, les yeux brillants de larmes. « Il avait dit que même si nous ne pouvions pas nous marier, notre amour traverserait les siècles. » Un silence religieux s'abattit sur l'assemblée. Cette découverte révolutionnait l'histoire de France, confirmant une liaison que les historiens n'avaient jamais osé affirmer avec certitude. Mais pour Claire, une seule question comptait. Comment son fils de 4 ans avait-il pu guider des experts vers un trésor caché depuis plus de 2 siècles? Le soir même, la nouvelle faisait la une de tous les journaux du monde. Un enfant de 4 ans révèle les secrets de Marie-Antoinette. L'impossible était devenu réalité. 6 mois après la découverte, la vie des Dubois était devenue un cauchemar médiatique. Leur petit pavillon de banlieue était constamment assiégé par des journalistes du monde entier. Des cars de télévision stationnaient en permanence devant leur portail. Et Claire n'osait plus sortir sans lunettes noires. Théophile, lui, semblait porter un fardeau invisible de plus en plus lourd. L'enfant, jadis enjoué, était devenu taciturne, parlant parfois avec une sagesse troublante d'adulte. « Maman, dit-il un matin en refusant son petit déjeuner, pourquoi les gens veulent-ils toujours me voir? Je ne suis qu'un petit garçon maintenant. » Claire s'agenouilla près de lui, le cœur serré. « Et ils sont curieux, mon chéri. Ils ne comprennent pas ce qui t'arrive. »« Moi non plus, je ne comprends pas, » murmura Théophile en jouant avec ses céréales. « Parfois je me souviens de choses que je n'ai pas vécues, et parfois je ne me souviens plus du tout. C'est comme si j'étais 2 personnes en même temps. » Ce jour-là, une équipe de scientifiques américains débarqua pour étudier le phénomène Théophile. Claire les reçut à contre-cœur dans son salon transformé en laboratoire improvisé. « Madame Dubois, » expliqua le docteur Williams, neurologue de Harvard, « votre fils présente un cas unique au monde. Ses ondes cérébrales montrent des anomalies fascinantes quand il évoque ses souvenirs de Marie-Antoinette. » Théophile, câblé d'électrodes, semblait épuisé. Quand on lui montra un portrait d'Axel de Fersen, ses yeux se remplirent de larmes et les machines s'affolèrent. « Axel, mon pauvre Axel !» chuchota-t-il. « Il est mort lui aussi, n'est-ce pas? Ils l'ont tué en Suède, battu par la foule. Comme moi, ils l'ont tué par Rennes. » Les scientifiques échangèrent des regards stupéfaits. La mort d'Axel de Fersen, lynché par une foule en 1810, était un détail historique que même les spécialistes connaissaient mal. Mais le pire était à venir. Théophile développait des phobies de plus en plus invalidantes. Il refusait catégoriquement de porter du bleu royal, de toucher tout ce qui était doré et sursautait violemment au moindre éclat de voix. Un soir, Claire le trouva dans sa chambre, découpant méthodiquement tous ses livres d'images avec des ciseaux. « Théophile, qu'est-ce que tu fais ?» L'enfant leva vers elle des yeux emplis d'une rage qui n'était pas de son âge. « Je détruis tout, comme ils ont détruit ma vie. Mes châteaux, mes amis, ma famille, mon amour, tout !» Il se jeta dans ses bras, sanglotant avec une violence qui brisa le cœur de sa mère. « Je ne veux juste être un petit garçon normal, maman. Je ne veux plus être Marie-Antoinette. Je ne veux plus me souvenir. Ça fait trop mal. » Cette nuit-là, Claire prit une décision. Elle appelait le docteur Fontaine et lui annonça qu'elle arrêtait tout. Plus d'interviews, plus d'examens, plus de recherches. Mon fils se détruit sous mes yeux. Je ne laisserai personne d'autre lui faire du mal. Mais il était peut-être déjà trop tard. Théophile avait commencé à parler d'Axel comme d'une personne qu'il devait trouver pour être en paix. « Il est quelque part, maman. Je le sens. Il m'attend. Nous devons nous retrouver pour nous pardonner d'avoir échoué. » Et Claire comprit avec terreur que son fils cherchait plus qu'un souvenir. Il cherchait une âme. 3 semaines après que Claire eut coupé tout contact avec les médias et les scientifiques, le docteur Fontaine demanda à la voir en privé. Son visage grave inquiéta immédiatement la mère de famille. « Claire, dit-elle en posant une main réconfortante sur son épaule, il faut que nous parlions de ce qui arrive vraiment à Théophile. » Elles s'installèrent dans le jardin, loin de l'enfant qui jouait silencieusement dans sa chambre. « Vous allez me prendre pour une folle, continua la thérapeute, mais après 30 ans de pratique et des recherches approfondies sur le cas de votre fils, je ne vois qu'une seule explication possible.
Claire retint son souffle. « Laquelle ?» Théophile porte en lui l'âme de Marie-Antoinette. Je parle de réincarnation, Claire. Le mou tomba comme une pierre dans un lac silencieux. Claire secoua la tête instinctivement. « Docteur, vous savez que je suis psychiatre. Je ne crois pas à ces... » « Moi non plus, je n'y croyais pas, » l'interrompit doucement Isabelle Fontaine. « Mais les preuves s'accumulent. Les souvenirs impossibles, les connaissances historiques qu'aucun enfant ne pourrait posséder, les réactions émotionnelles d'une femme adulte dans un corps d'enfant. » Elle sortit un dossier épais de son sac. « J'ai étudié des centaines de cas similaires à travers le monde. Des enfants qui se souviennent de vies antérieures avec une précision troublante. La science occidentale rejette ces phénomènes, mais les témoignages sont accablants. » Claire feuilleta les documents, troublée par les parallèles avec l'histoire de son fils. « Selon mes recherches, » continua le docteur Fontaine, « certaines âmes reviennent quand elles portent un traumatisme non résolu. Marie-Antoinette est morte dans la terreur et la séparation, privée de ceux qu'elle aimait. Son âme cherche la paix. Mais pourquoi Théophile? Pourquoi mon fils? Les enfants sont plus réceptifs. Leurs barrières mentales ne sont pas encore construites. Et il y a peut-être une connexion karmique avec votre famille. » À cet instant, Théophile apparut sur le seuil de la porte-fenêtre. Son petit visage était grave, trop mature pour ses 4 ans. « Maman, » dit-il d'une voix posée, « la dame a raison. Je ne suis pas complètement Théophile. Une partie de moi, c'est encore elle, Marie-Antoinette. » Claire sentit ses jambes se dérober. Son fils les avait entendues. « Mon chéri, je ne peux pas être en paix tant que je n'aurai pas retrouvé Axel, » continua l'enfant avec une détermination bouleversante. « Nos âmes sont liées. Nous avons été séparés par la mort, mais l'amour ne meurt jamais. » Il s'approcha de sa mère et prit ses mains dans ses petites menottes. « Il faut que tu m'aides à le trouver, maman. Je sais qu'il est réincarné quelque part. Je le sens ici, » dit-il en portant sa main à son cœur. « Quand nous nous retrouverons, nous pourrons enfin nous pardonner et partir en paix. » Le docteur Fontaine et Claire échangèrent un regard chargé d'émotion et d'inquiétude. « Comment pourrions-nous le trouver ?» demanda Claire, la voix brisée. Théophile sourit, et pour la première fois depuis mois, ce sourire ressemblait à celui d'un enfant heureux. « Il viendra à nous, maman. L'amour véritable traverse les siècles. Il viendra. » 2 mois plus tard, lors d'un événement historique organisé au château de Versailles pour commémorer la découverte des lettres de Marie-Antoinette, l'impossible se produisit. Claire avait accepté à contre-cœur d'y emmener Théophile, espérant que revoir le château l'apaiserait définitivement. L'enfant semblait plus serein depuis leur conversation avec le docteur Fontaine, mais elle sentait qu'il attendait quelque chose. La cérémonie se déroulait dans la galerie des Glaces. Historiens, dignitaires et journalistes se pressaient dans le lieu mythique, écoutant les discours officiels sur cette découverte révolutionnaire. Théophile, tenant la main de sa mère, observait la foule avec une attention particulière. Soudain, ses yeux s'arrêtèrent sur un petit garçon blond d'environ 5 ans qui se tenait près d'un homme élégant en costume sombre. « C'est lui », murmura Théophile, si bas que Claire faillit ne pas l'entendre. « Qui ça, mon chéri ?»« Axel. » Sa voix tremblait d'émotion. « C'est lui, maman, je le reconnais. » Sans attendre, Théophile lâcha la main de sa mère et se dirigea vers l'enfant blond avec une détermination qui glaça Claire. Elle le suivit, le cœur battant. L'homme au costume sombre remarqua leur approche. Il était grand, distingué, avec des traits nordiques marqués et des yeux d'un bleu glacier. « Bonjour, » dit-il avec un accent léger. « Je suis Eric Lindqvist, attaché culturel de l'ambassade de Suède. Et voici mon fils, Gustave. » Théophile s'arrêta devant Gustave et le fixa intensément. Le petit garçon blond le regardait aussi, ses yeux s'agrandissant de surprise et de reconnaissance. « Marie ?» chuchota Gustave, dans un français parfait, malgré son jeune âge. « Ma douce Marie, c'est vraiment toi ?» Claire sentit ses jambes faillir. Le petit Suédois venait de reconnaître son fils. Théophile tendit ses petites mains vers Gustave, les larmes ruisselant sur ses joues. « Mon Axel, mon tendre Axel, tu m'as trouvé !» Les 2 enfants s'étreignirent au milieu de la galerie des Glaces, sous les regards médusés des adultes. Mais leur étreinte n'avait rien d'enfantin. C'était celle de 2 amants séparés depuis des siècles qui se retrouvaient enfin. « J'ai essayé de te sauver, »
sanglota Gustave. J'ai tout tenté, mais ils étaient trop nombreux. Pardonne-moi, ma reine, pardonne-moi de ne pas avoir réussi. Mon amour, je t'ai attendu si longtemps. Je savais que tu reviendrais. Je le sentais dans mon cœur. Eric Lindvist était devenu livide. Il échangea un regard affolé avec Claire. « Monsieur, dit-elle d'une voix étranglée, votre fils, Gustave, est-ce qu'il a déjà parlé de Marie-Antoinette? De Versailles? De sa vie en France au XVIIIe siècle ?» Eric hocha la tête, bouleversé. Depuis qu'il sait parler, les médecins suédois pensaient à un trouble de la personnalité, mais il s'interrompit en voyant les deux enfants qui continuaient à se parler avec une intimité troublante. « Tu te souviens de nos promenades dans les jardins de Trianon ?» demanda Théophile. « Et de nos nuits secrètes dans tes appartements ?» répondit Gustave, en caressant doucement les cheveux de son ami, « quand tu portais cette robe de soie bleue que j'aimais tant. » Autour d'eux, un cercle de silence s'était formé. Historiens, dignitaires et journalistes assistaient figés à ces retrouvailles impossibles entre deux âmes d'enfants qui se souvenaient d'un amour d'adulte vieux de plus de 2 siècles. « Nous devons partir maintenant, » murmura Gustave. « Notre mission est accomplie. » Théophile hocha la tête, apaisé pour la première fois depuis des mois. « Oui, mon amour, nous pouvons enfin être en paix. » 1 mois plus tard, par une matinée dorée d'automne, une cérémonie extraordinaire eut lieu au Petit Trianon. Claire et Eric Lindquist, devenus proches par la force des événements, avaient organisé cette rencontre avec l'aide du docteur Fontaine et du professeur Moreau. Les jardins de Marie-Antoinette baignaient dans une lumière douce et apaisante. Théophile et Gustave, main dans la main, se dirigèrent naturellement vers le Temple de l'Amour, ce petit édifice circulaire où la reine aimait se promener avec ses intimes. « C'est ici que tout a commencé, » murmura Théophile, ses yeux bleus fixés sur les colonnes blanches. « Notre premier baiser ?» Gustave hocha la tête, ses cheveux blonds caressés par la brise automnale. « Et c'est ici que tout va finir, que nous allons enfin trouver la paix. » Le docteur Fontaine s'approcha doucement des deux enfants. Elle avait préparé cette cérémonie comme un rituel de libération, mélangeant psychologie moderne et sagesse ancienne. « Théophile, Gustave, dit-elle de sa voix la plus douce, vous avez porté le poids de vie qui ne vous appartenait plus. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous libérer de ce fardeau. » Les deux enfants se tournèrent l'un vers l'autre. Dans leurs regards, Claire et Eric virent une maturité et une tendresse qui n'étaient pas de leur âge. « Marie-Antoinette, dit Gustave d'une voix grave, je te demande pardon de ne pas avoir pu te sauver. Pardonne-moi d'avoir échoué à t'emmener loin de cette France qui te haïssait. »« Axel, mon tendre amour, répondit Théophile, des larmes pures coulant sur ses joues, je te pardonne tout. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Et moi, je te demande pardon de t'avoir entraîné dans ma chute, de t'avoir fait souffrir par mon amour impossible. Je te pardonne aussi, ma reine. Notre amour n'était pas une faute, c'était le plus beau cadeau que la vie nous ait donné. » Les deux enfants s'embrassèrent sur le front, un baiser innocent mais chargé de siècles d'émotions. À cet instant, quelque chose de magique se produisit. Une brise légère s'éleva, faisant danser les feuilles dorées autour d'eux. Les adultes présents eurent l'impression étrange qu'une présence invisible quittait les lieux, apaisée enfin. Théophile et Gustave se séparèrent lentement. Leur visage avait changé. La maturité troublante avait disparu, remplacée par l'innocence naturelle de leur âge. « Maman, » dit Théophile, en se tournant vers Claire, l'air soudain perdu, « qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi j'ai envie de pleurer sans être triste ?» Gustave, de son côté, regardait son père avec la même confusion infantine. « Papa, qui c'est ce petit garçon? Et pourquoi j'ai l'impression de l'aimer comme un très vieil ami ?» Claire et Eric échangèrent un regard ému.
Les âmes de Marie-Antoinette et d'Axel de Fersen venaient de partir, libérées de leur chaîne karmique, laissant derrière elles 2 enfants normaux. Dans les semaines qui suivirent, Théophile redevint progressivement l'enfant joyeux qu'il avait été. Il ne parlait plus de Château Doré, ni de l'autre maman. Ses dessins représentaient maintenant des voitures, des dinosaures et des super-héros, comme tous les petits garçons de son âge. Seule demeurait une sensibilité artistique particulière et une sagesse précoce qui intriguait parfois ses parents. Et quand il croisait Gustave lors des visites entre familles devenues amies, une complicité inexplicable brillait encore dans leurs yeux. Un soir, alors que Claire bordait son fils, Théophile lui posa une question qui la bouleversa. « Maman, est-ce que tu crois que quand on aime quelqu'un très fort, on peut le retrouver même après être mort ?